Bon, là, on regarde des petites histoires qui font peur. Les 30 histoires les plus mystérieuses, messieurs dames. En achetant le château de Fougeray, la famille Geffroy accède au rêve de sa vie. Ça faisait vraiment très longtemps, hein, depuis que j'avais 8-9 ans, que je voulais un château. Bah oui, normal. Mais le rêve va très vite virer au cauchemar. Ah, moi, j'étais un peu spéciale. Je voulais, quand j'avais 8 ans, un château. Non, mais j'ai toujours été un peu un enfant étonnant. Que voulez-vous? Ouais, et certains voulaient d'autres choses. Moi, je voulais un château, quoi. Puis des bruits sourds sont perçus dans les chambres du premier étage. Des odeurs de nourriture envahissent le rez-de-chaussée. Le chien de la famille aboie sans raison en direction des murs. Ok, là c'est le truc, moi je pense qui me peut me faire flipper, c'est quand Bonnie elle agit de manière bizarre. Quand tout d'un coup je la vois regarder un mur et faire comme ça, je suis un peu genre ok, Bonnie, ne me fais pas croire des choses dont je ne crois pas s'il te plaît. Les animaux ça fout les boules pour ça. En fait, ils voient une mouche quoi. Du château, les nouveaux propriétaires aperçoivent même d'étranges ombres évanescentes. Jusqu'au jour où j'étais en train de travailler dans le parc, puis à un moment donné, carrément, j'ai eu 3 tapes sur l'épaule gauche. Au premier abord, je me suis dit, tiens... il se retourne, il entend juste peur. Il venait me donner des coups de main de temps en temps. Puis je me retourne, il n'y avait personne. En 2009, Véronique réalise des photos de la bâtisse. Ah, les photos. C'est la stupeur. Sur cette Ah, photo, 2 Véronique pixels. croit reconnaître une silhouette à la fenêtre, alors qu'elle en est certaine, il n'y avait personne dans le château. Sur un autre cliché pris face à un miroir, on discerne les traits et les yeux d'une très jeune fille, terrifiée par... Mais selfie avec mon Android. Ouais, elle est un peu en low poly quoi. Ces présences fantomatiques, Véronique fait poser des micros à l'intérieur du château. Écoutez. C'est des clickers. C'est qui? Là, on a l'impression... Et t'es qui? Mais t'es qui? Le premier PTR, t'es qui là de... Nous, Et aussi c'est qui, incroyable que cela Ah, puisse c'est paraître, qui, hein ils enregistrent même C'est un coup de petit feu. toi? Enfin, les nouveaux propriétaires entendent avec effroi une mystérieuse comptine chantée par un enfant. Oui. pour moi, les voix, c'est, je sais pas, c'est... Enfin, c'est presque une preuve par 9, quoi. C'est vraiment étrange parce que ces voix, enfin ces sons ont été analysés comme ne provenant pas d'une Et hop, les deux jumelles. C'est pas possible, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pas des sons, c'est vraiment des voix avec des mots. Avec des doubleurs qui sont venus l'enregistrer, ouais, avec ça. Intellectuellement, j'ai encore du mal à me le dire, à comprendre, à intégrer les choses. Par contre, très belle bâtisse. Hein. L'escalier est des magnifique. photos et même des sons troublants. La vie de château à Fougeray est... Maximum cette photo là. Genre une très jeune fille. À quel moment, genre, même en haute résolution, ça ne ressemble pas à une personne humaine. Décidément Enfin. pas de tout repos. Par contre, très beau, hein. Très bel endroit. Du coup, c'est visitable, j'imagine. Nous sommes à 45 km au nord de Milan, une région aux paysages mythiques et envoûtants. Oh, ça a l'air beau, Milan, faut que j'y aille. Jamais allé en Italie. Lac de Côme. Le 1er décembre 2002, ce coin de nature aux apparences si sereines va devenir le théâtre d'un... Excuse-moi parce qu'en plus elle est morte, mais j'entendais tellement pas à ce qu'elle pop comme ça. Coucou. Excusez-moi, mais pourquoi? 2002, ce coin de nature aux apparences si sereines... Non, 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 faites pas ça, quelqu'un qui... Oh non, mais non. va devenir le théâtre d'un événement tragique. Ah, c'est terrible avec le Chiara Marifi, reflet. une jeune femme de 32 ans, disparaît mystérieusement. Salut. Après 3 longues années, le corps reste introuvable. La police décide 3 de ans. classer l'affaire. Maria Rosa Buzzi habite la région. Cette infirmière de 55 ans dit détenir des pouvoirs extralucides. La mère va rencontrer cette dame, lui donne une image, une photo de sa fille, et dès le premier regard, Maria Rosa Buzzi dit « Votre fille ne vit plus ». À partir de là, l'affaire s'accélère. Horrible. La médium se sent irrésistiblement attirée par le lac. Madame Buzzi fait le tour du lac de Côme et elle arrive à un endroit qui est connu. On arrivera à un moment là par contre on peut pas expliquer, on sera pas... Franchement, surtout que c'est un à pic qui fait plus de 150 mètres de profondeur et elle dit « Votre fille est là ». J'ai eu une vision.
C'était là où vous voyez des bouées. Mais on a checké s'il a eu à pas tuer la meuf. Je suis là. C'était très net. Je ne m'attendais pas à une réponse si rapide. Bien sûr, il y a toujours une explication, mais moi je veux... Laissez-moi m'embarquer dans l'histoire. Laissez-moi m'embarquer dans l'histoire. La police n'y croit pas et refuse toute collaboration avec la médium. Oh, mais la meurtrière, c'est famille, gros elle, quand même. décide de lui faire confiance et de débourser les moyens nécessaires. Une équipe de plongeurs professionnels entre en scène. Après plusieurs jours, le 11 septembre, une caméra sous-marine filme une voiture à 120 mètres de profondeur. Il s'agit bien de la voiture de Chiara Barifi. La voiture était exactement là. La médium a insisté et elle a eu raison. Diagnostic du paranormal, Depuis ouais. maintenant 5000 ans, le Alors. site de Stonehenge, situé dans le sud de l'Angleterre. J'adore tout ce qui remonte des légendes et compagnie. Je trouve ça trop cool. En fait, j'adore le fait que à travers les années, on invente des histoires qui habitent des lieux, etc. Il y a un On se dit, j'adore les légendes. de mystère, hein, puisque malgré toutes les recherches archéologiques, et on s'interroge sur Stonehenge depuis le tout début du Moyen-Âge, en fait. On ne sait toujours Ça, c'est pas ouf. pourquoi Stonehenge a été construit ou quelle est la fonction exacte de Stonehenge. Ces Trop cool. pierres monumentales mesurent 5 mètres de haut pour les plus petites et pèsent entre 4 et 30 tonnes. Il y a eu toutes sortes de théories dans le Ah, passé, mais les maintenant, théories. avec l'archéologie moderne, on sait que Stonehenge a été construit pendant la préhistoire. Préhistoire, on sait ok. qu'il y a un alignement sur le lever du soleil au solstice d'été. À partir de ça, donc, on peut effectivement en déduire que Stonehenge est un temple du soleil, peut-être un observatoire pour aider à suivre l'évolution des saisons. C'est trop stylé quand même en vrai. Ouais, j'aime trop ce truc. Dans tous les cas, il restera toujours beaucoup de mystères autour de Stonehenge et c'est ce qui fait aussi son intérêt et je pense c'est ce qui attire effectivement le public. Trop stylé. Ouais, moi je veux que des histoires comme ça moi. Ah, c'est part sur un fantôme, le chat c'est votre moment. Le 21 décembre 2003, une image bien mystérieuse fait le tour du monde des journaux télévisés. En Angleterre, c'est une histoire de fantôme qui agite le pays depuis hier. La photo du fantôme du roi Henri VIII a été publiée dans tous les journaux. Un cliché plutôt flou qui montre une silhouette revêtue d'un long manteau se promenant dans les allées du palais de Hampton Court. Il a fait buter 2 de ses Mais le épouses. plus étrange reste cette image que les gardiens ont découverte sur leur caméra de surveillance. Pardon, mais du coup je pense vraiment au mec en costume qui est passé en disant putain merde j'ai oublié mon chapeau. Excusez-moi. Découverte sur leur caméra de surveillance. Là vraiment genre oh putain mon chapeau bah non. Ah, j'y retourne. Les portes s'ouvrent toutes seules. Le fantôme, lui, n'apparaît qu'après pour les refermer. Un petit coup de pied C'est la hein. première fois que la présence d'un fantôme aurait été filmée. Alors, Ah oui c'est vraiment genre laissez-moi. Et pour... présence Ok. fantomatique ou simple canular, le château d'Hampton Court ne semble pas encore décidé à livrer les secrets de ses murs. Alors. Déneuzé-sous-Douai, un coin de campagne à quelques kilomètres Ah, mais d'Angers. Ouh, Un endroit paisible et silencieux, ouh. mais dans les entrailles du village, un mystérieux souterrain trouble cette Oh apparence c'est stylé. Ok c'est trop cool. L'histoire. Oh c'est très stylé. Nous sommes en 1740. Mathieu Chastelin, le curé du village, se promène tranquillement dans son jardin quand le sol se dérobe sous ses pieds. Il tombe dans une cave où d'étranges statues sont sculptées dans les murs. C'est très cool comme À endroit. l'époque, la découverte effraie les gens et l'évêque d'Angers ordonne le remblaiement immédiat de la cave. Putain j'aurais appris le mot remblaiement. Et on n'entend plus parler de la cave jusqu'à ce jour de 1950 où les enfants du village retrouvent par hasard le passage souterrain. Cette fois-ci, la découverte ne va pas rester vaine. Des fouilles sont entreprises, Bah la ouais, communauté clairement. scientifique se mobilise, les archéologues déploient les grands moyens pour tenter d'authentifier l'origine des sculptures. Au total, plus de 300 créatures disgracieuses sculptées sur les parois sont découvertes. J'ai envie d'aller le Les voir ce spécialistes truc. espèrent percer le secret Disgracieux. de cette œuvre, unique en Occident. Vu ces éléments, on pense que les sculpteurs se trouvaient dans ce lieu début du XVIe siècle. Ah oui, quand même. Hein. Mais nous ne pouvons rien affirmer. Elle ne peut rien affirmer. Qui a pu donc réaliser cette incroyable fresque? Il y a C'est différents trop styles. stylé. J'ai trop envie de voir Ce qui ça. permet de dire Ah.
qu'il y a eu plusieurs sculpteurs. Peut-être un maître, quelques élèves. Alors, qui était-il? Ça. Oh, j'adore! Elle est reine de la mise en scène. Ah, j'adore! Elle est très drama, j'adore ça. C'est un mystère. Ah là, let's go! Ah, c'est bon, c'est la bosse. Enfin, pourquoi ces 300 statues ont-elles été... J'aimerais trop être historienne juste pour donner des petits coups de bluff comme ça, là, genre... Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est très païen, c'est satirique. Ça représente une satire politico-religieuse. C'est de l'art contestataire. Ces gens se sont défoulés dans la pierre. Mais il y a beaucoup de taf en plus. Cette cave est unique. D'ailleurs, nous n'avons pas retrouvé une telle densité de sculptures réalisées sous terre, aussi bien en France qu'en Europe. Mais oui, elle devrait être MJ. Peut-être découvrirons-nous des indices lors de prochaines fouilles. C'est ce que tout le monde attend avec impatience pour peut-être découvrir d'autres secrets et lever enfin le voile sur le mystère de Dénezé-sous-Douai. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus, dans l'Ohio. Elle est alors adoptée par le couple Reich. Dès l'âge de 8 ans, elle est sujette à de très... Elle a été, née du couple Doux et partie du couple Reich. Allez. Violente colère. À l'école, des gommes et des stylos traversent violemment la classe sans raison. Inquiète, l'institutrice soupçonne Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Merci Mika pour le 11e mois de T3. Ça veut des yep. Les yep sont pas encore là, je sais pas si je le fais. Mais merci beaucoup. J'ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non. Mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. Tina est alors renvoyée de l'école. Ouais, Ses là... amis lui tournent le dos. Elle est renvoyée alors qu'il n'y a pas de preuves, genre? Mais en fait, Tina, elle a juste vécu une injustice scolaire gigantesque, quoi, c'est tout. Et les phénomènes s'accentuent. Des objets volent et des verres se brisent sans raison apparente. Plus troublant encore, dès que Tina quitte la maison, les étranges manifestations cessent. Quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Ok, on l'a déjà... Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit, c'est ça, ça doit être ça. Oh, la pauvre. C'est la maison qui est hantée. La pauvre, elle se dit qu'elle est... Je allais croire peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. Tina est examinée par des médecins. Ils ne détectent rien d'anormal. À bout de nerfs, les Reich font appel à un journaliste dans l'espoir de trouver enfin une solution. Le 5 mars 1984, c'est le début de Isaac, Mike exactement. Arden et un photographe vont devenir les témoins privilégiés d'un phénomène insensé. Merci Fraser Cyril pour le 25e mois de semaine, ça t'avance beaucoup. Un objet traverse la pièce. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Peut-être que... Est-ce qu'elle a pas genre un sang magnétique? Genre, y a pas un truc... je sais pas, ou bien une petite carence en fer. Moi, je pense que c'est une petite carence en fer, ça. Depuis, les phénomènes se seraient arrêtés. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'a vécu la jeune femme. Profondément marquée par ces événements, Tina Reich n'a plus jamais évoqué cette terrible époque de sa vie. Et du coup, j'ai vu dans le chat quelqu'un disait qu'elle avait pas bien tourné, cette femme, Tina Reich. Elle est en prison pour meurtre de sa fille de 3 ans. Passons sur l'histoire suivante, messieurs, dames. Dans un monastère de Sibérie, petit vlog là-bas, ça ira. Le bouddhiste Itigilov est mourant. Il fait part de ses dernières volontés aux autres. Ah, je suis intéressée par cette histoire. Il souhaite que son corps soit exhumé en 2002. 75 ans plus tard, la parole du vieil homme est scrupuleusement respectée. Mais au moment de l'ouverture du tombeau, les moines vont faire une impensable découverte. C'est une statue. Conformément aux vœux du lama Itigilov, en 2002, des moines bouddhistes partent à la recherche de sa dépouille. Après une longue journée de marche, ils trouvent enfin le cercueil et l'ouvrent sans plus attendre. Ok. Quand nous avons ouvert le couvercle avec lama Bodo, nous avons vu une tête couverte d'un linceul de soie. Ah. Nous avons soulevé le linceul et le sommet de la tête brillait, comme celle d'un J'ai pas envie de voir ça, je crois. C'est la stupéfaction, le corps n'est pas déshydraté. Il est pratiquement intact. Excusez-moi, mais c'est horrible. Et je passe les images, je suis désolée, c'est trop chaud. Ça me fait peur. Voilà, je passe. Nous étions stupéfaits. Il reste la vie éternelle. Excusez-moi, je passe, hein, je sais pas, ça me fait peur. Très rapidement, la nouvelle dépasse les frontières et des milliers de curieux viennent pour constater le phénomène que la science est incapable de nommer.
De son vivant, le moine Itigilov pratiquait la médecine tibétaine. Nombreux furent ceux qui tentèrent de retrouver dans les livres anciens un procédé... Mais mort, il est mieux gaulé que moi. Oh, non! Arrêtez! Pourquoi? Secret qui aurait empêché le corps de se putréfier. Mais toutes les recherches restèrent vaines. Dépassés par le phénomène, les médecins tentent de trouver une explication. Nous avons examiné la surface intégrale du corps. Ok. Des pieds à la tête. Donc en gros, il était complètement... très bien conservé, c'est ça? C'était pire que tout. Chaque plan était pire qu'avant. Ok. C'est... J'aime pas, ça. Tout à fait curieux, voire dire c'est un euphémisme improbable. Oui. Il y a une différence entre la science et la foi. Le lama aurait-il mis au point un procédé secret pour lui assurer l'éternité? Mais il a pas pu se saler? Je pense que les scientifiques se sont posé la question déjà. Après, chacun son... Mais il s'était peut-être salé. Genre... Je sais pas. Non mais je cherche. C'est sûr que je vais peut-être moins trouver que les autres. Il s'est mis dans du riz. Je sais pas. A-t-il enterré dans un environnement propice à la conservation du corps? Ou a-t-il bénéficié d'une... D'accord. Je dirais que cela tient à la fois du miracle et de l'énigme. Les bouddhistes expliquent le phénomène. Pour eux, le lama n'est pas mort. Il est en état de méditation, en route pour le nirvana. Alors, c'est même comme histoire en vrai. Force spirituelle ou simple... Mais arrêtez avec son corps! Arrêtez! 45 carats d'un bleu profond et intense. Le diamant Hope c'est un putain de diamant, en quoi. 1642 sur la statue d'une divinité hindoue, Shiva. Sans exception, toutes les personnes qui posséderont le diamant périssent de mort subite, violente ou inexpliquée. Une danseuse des Folies Bergères sera tuée par un inconnu. En 1908, un sultan l'achètera 400 000 $ avant d'être chassé de son royaume. Le prince russe Kanitovitch sera assassiné. Et les membres de la famille MacLean, les derniers propriétaires, seront entièrement décimés ça fait quand même beaucoup de hasard. à la suite d'accidents ou de suicides. Au total, plus de 35 personnes auraient été victimes du diamant Hope. Depuis 1958, il est sous haute surveillance au musée Smithsonian de Washington. Et pourquoi il serait énervé ce diamant? Francesco Forgione est né en 1887, dans une modeste famille de paysans italiens. C'est beau l'Italie, là, à chaque fois qu'il y a des images, c'est magnifique. Particulièrement étrange va bouleverser sa vie. Il y a encore tout un culte autour de lui en Italie, ok. Exceptionnel que n'ont quasiment aucun autre enfant à son âge, c'est que dès l'âge de 5 ans, il a des visions du Christ. Dès l'enfance, il a un côté mystique. Il a des visions, il a des apparitions et ça va continuer toute sa vie. Et ça, c'est rarissime. Mais pour Francesco, ces visions n'ont rien d'anormal. Elles font partie de son quotidien et le conduisent à devenir prêtre dans un couvent. Il a alors 23 ans lorsqu'il devient le Padre Pio. À l'époque, ces visions ne le quittent plus, mais inquiètent sérieusement les autres moines. Oui, bah oui, ça peut être une maladie, hein, ou un truc comme ça. Nous trouvions quelquefois Padre Pio par terre, comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. J'ai des visions de Roger Federer depuis 2003. Ces agressions et ces souffrances incompréhensibles ne cesseront jamais, prenant même une tournure totalement inimaginable. Le 20 septembre 1918, Padre Pio se réveille et découvre que ses mains et ses pieds sont perforés et ensanglantés. Padre Pio présente des stigmates. Faut faire attention qu'on fait de l'ourlet de son jean. Celle du Christ sur la croix. Phénomène impensable, et pourtant. Il avait une température du corps qui pouvait monter jusqu'à 48 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu voir ailleurs et il n'en mourait pas. Il y a eu beaucoup de témoignages à 48 degrés. Donc c'est complètement étrange et inexpliqué. Il avait une température du corps qui pouvait monter jusqu'à 48 degrés. Donc c'est quelque chose... Permets-moi de douter. Giga chaud le gars. Alors, on bouille du cul. Non mais permettez-moi de douter. Mais du coup, en plus, quand tu fais de la fièvre, souvent tu fais des hallucinations, non? J'ai pas raison? Je sais pas. Ils disent qu'il était à plusieurs endroits en même temps. Donc il était en train de parler dans sa cellule avec quelqu'un. Au même moment, il rendait visite à l'autre bout de l'Italie à quelqu'un d'autre qui l'a soigné, qui l'a guéri. Il a fait des guérisons. Donc il y a eu des milliers de témoignages de guérisons inexpliquées. Tu veux rencontrer le padre le plus chaud de ta région? Non, Sepka! Non! Non! Non!
Il avait un don lorsqu'il confessait. On estime à près de 2 millions le nombre de croyants venus se confesser auprès de lui. Ah à raison ouais. de 120 personnes par jour. Ah ouais. Cette vie consacrée à... Oh, la PCW tous les jours. Quel La enfer. religion s'est achevée le 23 septembre 1968. Oui, c'était en réaction à l'attentat, c'est ça. Des témoins racontent que le corps du Padre Pio dégageait alors un parfum très fort et très agréable. De Peut-être quoi? la fameuse odeur de sainteté. Fleur En 2002, d'oranger, peut-être. Francesco Forgione a été canonisé, devenant ainsi Saint Padre Pio, grâce à la volonté farouche d'un pape. Le mot canonisé, moi je vois tout le temps juste quelqu'un être mis dans un canon et du coup j'arrive vraiment pas à m'y faire. Autre que le pape, Jean-Paul II. La famille Taylor, une famille comme les autres. Mais depuis qu'Auguste, le petit dernier, a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Un jour, Gus devait avoir 1 an et demi. J'étais en train de le changer et il m'a regardé. Et ensuite il a chié dans la gueule. Bon bah bref, écoutez, un enfant quoi. Ça va vous? Ouais bah écoutez. Non, vous voulez pas passer à la télé? Ouais bah ça a été fulgurant hein. Ah, fulgurant, je vous le dis. Il m'a dit, tu sais, quand j'avais ton âge, c'était toujours moi qui te changeais. Et j'ai... Par contre, vas-y. Ok, c'est stylé. Sidéré. Son grand-père est mort 1 an avant sa naissance. Il ne l'a donc pas connu, mais il a toujours prétendu être sa réincarnation. Depuis ces 1 an? Et à chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait « Vous parlez de moi ?» Ah, il est trop chelou le gamin, j'aime trop. J'aime trop. Augie était si catégorique que ça semblait complètement naturel. Les parents de Gus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'album de famille, il est capable de reconnaître son grand-père alors qu'il ne l'a jamais vu. Sur une photo datant des années 50, il cite sans hésiter les noms des camarades de classe de son aïeul et, plus troublant encore, il désigne même sa toute première voiture. Quand mon père m'a montré cette photo, je lui ai tout de suite dit que c'était ma première voiture. Et là, il était effrayé, car c'était bien l'ancienne voiture de mon grand-père. J'aime bien comme tout d'un coup, c'est le seul moment où on commence à fermer notre gueule. Mais je pense que forcément, enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui étaient avancées par les parents et compagnie. Mais si les choses s'étaient vraiment passées comme ça, les vannes ont cessé. Je trouve qu'il c'est un peu bizarre. Ok, j'ai pas trop de... Et puis un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. Et c'est pour ça que je suis à nouveau un enfant. » Il semblait vraiment ravi. Il est mort 1 an avant cela. Les propos du petit garçon semblent défier les lois du rationnel. Pourtant, à l'université de l'État de Virginie, un éminent psychiatre consacre tout son temps à l'étude de ces enfants qui se souviendraient de leur vie antérieure. En 40 ans, il a on aurait consacré même sa vie à répertorié ça. plus de 2500. On observe ce genre de cas partout dans le monde et dans des familles qui ne croient pas forcément à la réincarnation. Il faut des timings de fou, du coup. Parce que là, bon, non, à voir. Bon, lui, c'est tombé sur son grand-père. Déjà, bizarre. Mais le timing, genre... Bizarre, le timing. Bon. Mais le cas du jeune Gus qui dit être la réincarnation de son grand-père est particulièrement intéressant. Un pied de Pour le gogo. professeur Tucker, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les propos de Gus ne sont ni des mensonges, ni le fruit d'une imagination délirante. Imaginez, c'est un monde où quand tu meurs, tu choisis en disant est-ce que t'es chaud, tu seras le fils de ton fils. et du coup, en fait, il y a peu de gens où c'est le cas parce que la plupart du temps, ils font bah non. Attendez, j'ai vu mon putain de gamin là, il sait pas nettoyer sa chambre, ça sera pas mon daron, je vais mal tourner. Peut-être c'est un truc comme ça. Un jour, je discutais avec Gus et nous avons parlé de son grand-père. Je lui ai demandé s'il avait des frères et des sœurs lorsqu'il était grand-père Augie. Et il m'a répondu qu'il avait une sœur, mais qu'elle était morte, assassinée et noyée. Je suis resté sans voix. J'étais abasourdi. Je me demandais comment il pouvait savoir une chose pareille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il disait la vérité. Parce que le meurtre de ma tante a toujours été un sujet tabou dans la famille. Ah oui. Personne n'en a jamais parlé et même ma femme n'était pas au courant. Mais alors comment Gus aurait-il pu connaître cette tragédie ignorée de tous s'il n'avait pas vraiment vécu à cette époque?
Troublante coïncidence ou réel phénomène de réincarnation? Rappeler ton gauche papa la loose. Bah ouais, c'est ça, mais en gros, il y a peu de gens qui décident, à part Oggy, d'avoir ce rôle-là, tu sais. L'histoire commence en 1952. Oh, c'est le sol moisi là. Daniel Rousseau s'aventure sur le plateau péruvien de Marcahuasi. À 3800 mètres d'altitude, il fait une découverte saisissante. C'est un caillou, ouais. Sur 200 hectares, près de 200 immenses sculptures taillées dans la pierre c'est des cailloux. apparaissent dans le sol. Non, à aucun moment. Ah, là, non. Ou bien c'est les pires dessinateurs que t'as jamais vu de ta vie, mais non, ça pue la merde. On dirait des dessins de Mintos. Sur 200 hectares, près de 200 immenses sculptures taillées dans la pierre apparaissent. Non, et vraiment là, ils nous font vraiment une séquence là-dessus. Dans le sol. Elles représentent des êtres humains ou des C'est une tortue, ça. Ça, c'est une tortue, ça. Animaux pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de haut et 200 mètres de long. Toute sa vie, Daniel Rousseau va tenter de trouver l'origine de ce site unique en son genre, sans y parvenir. Y a rien, c'est des cailloux. Mais après sa mort, d'autres explorateurs reprendront le flambeau. C'est ainsi qu'en 2005, le chercheur anglais Peter Schneider s'attaque à cette énigme avec le Dr Shore, un éminent géologue de l'université américaine de Boston. J'ai jamais vu de nuage, oui. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que ces sculptures, si on peut les appeler ainsi, Attendez qu'il découvre l'érosion par la main de l'homme. Je pense plutôt à un phénomène d'érosion naturelle. Pourquoi t'es là alors? Mais je préfère m'en assurer. Et pourtant, le géologue va rapidement s'apercevoir qu'il est impossible que ces figures soient apparues naturellement et en même temps. Quoi? Mais quoi? Et en même temps. Ils ont de l'imagination. Fait par la nature, je dois dire que c'est absolument incroyable et Mais inhabituel. non! J'ai l'impression qu'on ne peut pas déterminer précisément si c'est totalement naturel. Ça ressemble à rien, c'est des cailloux! Cela ressemble à une combinaison entre une action naturelle et un travail artificiel de retouche. En tout cas, je pense que nous sommes devant des œuvres réalisées il y a plus de 100 000 ans. Mais si ces pierres ont des milliers d'années, quelle civilisation a pu entreprendre de tels chantiers? Plus impressionnante encore, au-delà... La civilisation de la pluie. D'un savoir technique très développé, certaines œuvres témoignent d'un prodigieux savoir culturel. C'est quoi l'oreille carrée là? C'est quoi? Non mais c'est quoi? Mais regardez les nuages, ils vont péter un câble, hein. Il existe un très grand nombre de figures, et certaines font référence à d'autres continents. Oh, ça me rend ouf. Oh, ça me rend ouf. Le continent asiatique, le continent africain. Montrez-nous les autres trucs. Comment est-il possible qu'une civilisation aussi ancienne... Alors, comment est-il possible... En fait, j'ai l'impression qu'on se moque de nous, genre, c'est du giga troll. Qu'une civilisation aussi ancienne bien, ils savent vraiment pas dessiner, capable quoi. de voyager dans le monde entier. Non, je suis désolée, non. Aussi ancienne ait été capable de... J'ai jamais vu ça. C'est de pire en pire. C'est de pire... Voyager dans le monde entier. Quoi? Non. Oui, regardez, il y a une ombre, du coup on dirait un nez. Certains avancent l'hypothèse d'une population extraterrestre qui aurait laissé ses œuvres Ah, comme c'est juste preuve des cailloux, de son quoi. passage. L'un des visages ressemble d'ailleurs étrangement à celui photographié sur le sol de la planète Mars. L'un des visages ressemble d'ailleurs étrangement à celui photographié sur le Ah sol non mais c'est de la vrai planète bizarre Mars. hein. Ah ouais, non mais bizarre. Une chose Ah, est c'est sûre, trop. Non c'est trop. les pierres de Marcahuasi n'ont pas fini de nous intriguer et Ah de oui, nous non, émerveiller. moi j'ai jamais été aussi intriguée que ça. Cette musique me glace
le sang, vraiment. Le cul. C'est le moment de nous quitter à très bref instant, mais rassurez-vous, c'est promis, on revient tout de suite après cette petite pause. Padre Pio, il faut votre 48. Pour ne pas bouger, voici d'ailleurs ce qu'on vous réserve pour la dernière partie des 30 histoires mystérieuses. C'est dans cette maison apparemment banale que se produit l'un des phénomènes les plus incompréhensibles de notre époque. De mystérieux visages apparaissent sans que l'on puisse savoir ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. À ce jour, il n'y a aucune explication. C'est vraiment de la mousse et de la moisissure. J'étais en train de faire la cuisine lorsque j'ai remarqué une tache sur le sol. Mais plus Bien je fait, les regardais FX. cette tache, et plus j'avais l'impression de voir un visage apparaître. Je me disais que je devais avoir de la fièvre, alors j'ai préféré appeler mes voisines pour qu'elles viennent voir. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes et on a découvert un spectacle effrayant. Là, ça ressemble plus que des cailloux, quoi. Là, je serais plus étonnée si je vois ça que si je vois des cailloux qui ressemblent à un chien. Là, je suis plus étonnée de voir ça. Le visage apparaissait, puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage, et encore un autre. Ok, là, je suis étonnée, tu vois. Maria ne veut pas chercher à comprendre. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire disparaître ce qu'elle croit être de simples traces. Je me mettais à nettoyer avec du détergent. Les traces partaient, mais peu après, elles réapparaissaient à un autre endroit. Ce phénomène commence à inquiéter la famille Pereira. Tu m'étonnes. Pour en finir une fois pour toutes, Miguel, le fils de Maria, décide alors de refaire entièrement le sol de la cuisine. Ok. J'ai pris une pioche Bon choix. et j'ai retiré les morceaux sur lesquels étaient les visages. Et puis, j'ai remis du ciment frais. Quand je suis Bon choix, revenu bon choix. vers minuit, j'ai allumé la lumière. Et là, j'ai vu ce visage qui me regardait. Ok, je le vois, pardon. Très vite, la nouvelle se répand et prend une ampleur nationale. La maison des Pereira est assaillie par une foule de curieux, intrigués par cette manifestation surnaturelle. Je ne pouvais plus aller dans ma cuisine. Il y avait tellement de gens. Ouais, c'était pas très bien cadré, Le mais. civil est même venu assurer la sécurité. On ne se sentait plus chez nous. On ne pouvait plus vivre normalement. Désemparée, Maria se tourne vers le gouverneur de la province qui convoque Maria, des scientifiques et des Maria. parapsychologues. On refait une nouvelle fois le sol de la cuisine, puis la pièce est fermée pendant 3 mois. Portes et fenêtres scellées. 3 mois plus tard, on ouvre la pièce et on constate alors l'inimaginable. Ah oui, là, ça devient précis quand même. Nos visages sont apparus. 10. Les scientifiques ont essayé de chercher des raisons, ils n'ont rien trouvé. Après analyse de la texture, effectivement, on s'aperçoit que les visages apparaissent, mais que ça vient bien d'en dessous, du ciment. Il n'y a au-dessus ni trace de peinture, ni de crayon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien du tout. Donc, bizarre en vrai. Les visages se sont créés à l'intérieur. Ce genre de choses là, je trouve moins gros que d'autres trucs. J'aime bien l'idée. On ordonne alors des fouilles, on creuse jusqu'à 3 mètres de profondeur, et là on y fait une incroyable découverte. J'aime bien l'idée qu'il y ait des visages qui se dessinent sur mon sol en vrai. En fait, la maison avait été construite sur un cimetière. Ah datant de l'époque du XIIIe siècle. Tout s'explique. Pardon. Et on a retrouvé des ossements d'enfants adolescents décapités. Un ancien cimetière, des dépouilles massacrées. Plus tard, les enquêteurs retrouvent aussi des photos de personnes qui auraient été torturées dans cette maison pendant la guerre civile. Le fait de réapparaître dans le J'ai eu un sol. problème de santé et j'ai dû me faire hospitaliser. Je me faisais beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, les visages ont changé d'expression. On m'a dit que pendant mon absence, les visages avaient changé. Ils étaient devenus tristes. Policiers, scientifiques, journalistes, tous ceux qui ont essayé d'étudier ce phénomène sont unanimes. Les figures disparaissent et réapparaissent sous des expressions différentes. Mais le plus stupéfiant, Vas-y, l'histoire elle est cool en vrai. En vrai, c'est stylé. c'est que ces expressions semblent liées aux émotions de Maria. C'est ce qu'on appelle la téléplastie. Super changer des proprios, ok, ouais, mais j'aime trop l'histoire en vrai. Totalement les souffrances et les plaintes des âmes violemment disparues dans cette maison. De toute façon, tout peut être et les débloqué en vrai. matérialise sous forme de visage. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, moi, je suis une femme. Vous voyez ça comme du trait de Squeezie là, qui fait les histoires. Maria est décédée le 3 février 2004 à 85 ans. Cette femme était peut-être la seule personne à pouvoir expliquer ce mystère. Bah non, elle a pas réussi. Difficile d'imaginer une supercherie, car ce sont plus de 3000 visages qui sont apparus en 35 ans, et aujourd'hui encore, ils sont toujours là. On l'appelle la maison Winchester. Ce fut pendant presque 40 ans la demeure d'une veuve excentrique. Son nom, Sarah Winchester.
Sarah Winchester était l'héritière de l'Empire Winchester. Elle avait épousé William Winchester, qui était le second président de la Winchester Company, et aussi le fils du fondateur. Sarah épouse William Winchester en 1862 et elle est encore une jeune femme qui respire la joie de vivre. Mais très vite, les choses ont changé. Peu de temps après leur mariage, ils ont eu une fille qui est morte d'une maladie infantile alors qu'elle n'avait que quelques semaines. Quelques années plus tard, elle va perdre son mari William qui succombe à la tuberculose. Terrassée par le chagrin, Sarah sombre. Attendez, on me demande un vlog dans la maison Winchester alors que moi je vais aller faire un vlog dans le musée de la poire tapée. Non mais attendez, il y a des priorités. Peu à peu dans la folie. Elle se met à croire qu'elle est victime d'une malédiction et va voir un médium pour comprendre pourquoi le malheur s'abat sur sa famille. Cette médium qui se trouvait à Boston lui a expliqué qu'en fait, les esprits de tous ceux qui ont été tués par une arme Winchester étaient à l'origine de la mort de sa fille et de son mari. Elle a ajouté qu'il la tuerait aussi, à moins qu'elle ne fasse construire une maison selon leurs directives. Sarah Winchester décide de quitter le Connecticut et part s'installer en Californie. C'est là, à San José, qu'elle va entamer la construction de cette maison pour le moins curieuse. Les ouvriers travaillaient jour et nuit, cela sans arrêt pendant 38 ans. Vers la fin de sa vie, la construction de cette maison... Oui, c'est une histoire qui est très connue, ouais, mais elle est trop cool. Lui avait coûté plus de 5 millions de dollars et la maison comptait 160 pièces. 160 pièces. La maison Winchester est un labyrinthe. Mais c'est aussi l'endroit le plus étrange et le plus étonnant. Le loyer de l'endroit. Des vitres posées à même le sol, des escaliers aux marches microscopiques, chaque nouvelle pièce rivalise de bizarreries. Il faut dire qu'elles ont été conçues dans des conditions un peu particulières. Je ne savais pas que les travaux s'arrêtent. Cette pièce s'appelle la pièce aux esprits. C'est ici que Madame Winchester venait la nuit pour recevoir les ordres des esprits concernant les plans de la maison. Personne d'autre qu'elle n'avait le droit d'entrer dans cette pièce. Dit-elle dans la pièce. Les plans que Sarah Winchester conçoit sous la direction des esprits et qu'elle fournit ensuite aux ouvriers donnent des résultats souvent déroutants. Comme c'est vraiment une attraction Disney de fou. Et aboutissant sur un plafond. Ou encore cette porte donnant sur le vide. C'est pour ça que moi, il y a cet aspect tellement de maison. Enfin voilà, après cette maison a été construite, etc. Mais il y a tellement cet aspect de maison, de parc d'attractions que je suis un peu genre. Placard dont on se demande ce qu'elle comptait bien pouvoir y ranger. La plupart des gens du quartier la prenaient pour une folle. À l'époque, sa propriété était très vaste et personne ne pouvait réellement voir ce qui s'y passait. Beaucoup de rumeurs circulaient à ce sujet, d'autant que Madame Winchester vivait comme une recluse et ne sortait jamais. En fait, personne ne savait vraiment ce qui se passait dans cette maison. La vérité sur cette maison sera révélée en 1922. Année de la mort de cette femme excentrique. Aujourd'hui, Sarah Winchester a rejoint son mari, sa fille et les esprits qui la tourmentaient jadis. Ouais. Quant à l'étrange maison, elle est désormais classée pour mourir en ayant juste passé ta vie à paniquer et d'avoir peur de mourir, mais du coup de rien faire. Ça vous plaît? Oui. Allez, je vous l'offre. Ce sont les 30 histoires mystérieuses, c'est aussi les 30 histoires paranormales. Ok, bah écoutez, je pense qu'on refera ça, hein. En vrai c'est marrant.